On accueille en studio M. Laurent Terrien, qui est directeur communication et affaires publiques chez Nordvolt. Bonjour, M. Terrien. Merci de l'invitation. Merci de me recevoir ici. Ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir au Régional. Et tout d'abord, parce que là, on ne s'étendra pas pendant 1 heure, mais j'aimerais quand même revenir au tout début avec une question un peu plus personnelle, professionnelle. J'aimerais savoir comment cette opportunité de travailler chez Nordvolt dans un rôle aussi important s'est présentée pour vous. En fait, le téléphone a sonné, tout simplement, vers le mois de mars de l'année dernière. Donc, ça fera bientôt 1 an. L'entreprise était plutôt avancée dans ses démarches, voyait l'opportunité que se présentait au Québec, puis voyait l'importance d'avoir une personne sur le terrain assez rapidement qui allait pouvoir faire le lien avec les autorités, mais aussi commencer à placer le terrain, ne serait-ce que de se trouver un espace pour travailler. Donc, j'ai été, si vous voulez, l'éclaireur qui a permis de faire ça avant qu'on ait nos tout premiers employés ici au Québec. Et donc, 1 an, bientôt, vous l'avez nommé. Vous attendiez-vous à ce que ça soit si intense comme première année de mandat? Oui et non. Je vais me permettre de vous dire, bien sûr qu'en développant un aussi important projet pour la décarbonation du Québec, puis un aussi grand projet sur le plan de la transition énergétique, avec des fonds publics importants aussi, on savait que le projet allait générer beaucoup d'attention. Et non, parce que on est conscient que les dernières semaines ont généré beaucoup d'inquiétudes auprès de la population, puis on veut pouvoir y répondre. Puis manifestement, ce travail de démystification-là, puis d'information à propos du projet, on doit pouvoir l'accélérer. Donc, je n'ai pas le choix de vous dire oui et manifestement non. Oui. Donc, dès l'annonce à l'été dernier, tout de suite, ici, dans la vallée du Richelieu, évidemment, les citoyens se sont tout de suite intéressés au projet. Oui. Il y en a qui sont très enthousiastes par ce projet-là, je pense surtout par sa mission. Puis, avant qu'on aille au niveau des préoccupations, pouvez-vous nous rappeler la mission de Nordvolt et la vision de cette entreprise-là? C'est très simple. Nous, on accélère le futur décarboné. Donc, on se voit comme un levier qui permet d'arriver plus rapidement aux objectifs de décarbonation de la planète. Puis je vais vous expliquer pourquoi très, très simplement. Si on veut lutter contre les changements climatiques, puis ça, je pense que c'est maintenant acquis qu'il faut le faire, il y a plusieurs leviers sur lesquels il faut travailler, mais le plus pertinent et le plus utile à court terme, c'est de sortir le pétrole de l'économie. Et si on ne fait pas ça, l'atteinte des cibles carbone va être très, très, très difficile. Pour sortir le pétrole de l'économie, il y a plusieurs façons de s'y prendre. Puis on ne prétend pas que la batterie est une solution à tout, mais la batterie, c'est absolument essentiel si on veut stocker l'énergie électrique pour pouvoir décarboner le transport, mais aussi décarboner d'autres types d'énergie. Je vais vous donner un exemple. Une éolienne, ça fonctionne juste quand le vent souffle, n'est-ce pas? Puis un panneau solaire, ça fonctionne juste quand il fait jour. Si on veut pouvoir utiliser ces énergies-là tout le temps, à l'année, il faut pouvoir stocker l'énergie quand ils vendent beaucoup, puis l'utiliser quand ils ne vendent pas, ou même chose avec le solaire, il faut pouvoir stocker l'énergie quand le soleil plombe, conserver l'énergie, puis ensuite pouvoir l'utiliser quand il fait nuit. Les batteries permettent de faire ça aussi. Donc, il y a l'électrification des transports, mais il y a aussi l'augmentation des capacités de stockage, puis ça passe par les cellules. Ce qu'on fait, nous, chez Nordvolt, ce sont des cellules. Donc, on est un manufacturier ça ressemble un peu à un VHS. La forme d'une cellule, là, c'est la grosseur d'un VHS à peu près. Là-dedans, on stocke de l'énergie, puis on peut utiliser cette énergie-là à perpétuité. Donc, on peut brancher, puis après ça, utiliser l'énergie. Ce qui est particulier dans le modèle de Nordvolt, c'est qu'on s'intègre verticalement, c'est-à-dire qu'on fait notre propre matière première, nos propres cellules, et on recycle nos batteries nous-mêmes. Donc, on est intégré sur le plan de l'entreprise, mais on pousse l'intégration plus loin, puis on dit on va faire tout ça sur un seul et même site. Pourquoi? Parce qu'on sait que la production de batteries, c'est une industrie qui est très énergivore. Donc, si on veut pouvoir réduire nos propres émissions, puis avoir la chaîne de valeur la plus courte puis la plus décarbonée possible, il faut des chaînes de valeur qui sont courtes, donc s'approvisionner localement, manufacturer de manière locale avec de l'énergie décarbonée, l'énergie verte du Québec, puis ensuite assurer le recyclage des batteries sur place.
Oui, totalement. Donc, on parle d'économie circulaire. Absolument. Dans votre processus de production. Ouais. Et donc, si je comprends bien, ces capsules, ces VHS-là, viendraient ensuite s'insérer dans des batteries, dans des moteurs d'auto, par exemple. Oui, prenons l'exemple d'une voiture électrique. Ces cellules-là qu'on fabrique, il y en a à peu près une centaine qui se retrouvent dans un véhicule. Dans un camion lourd, là, on peut aller jusqu'à 1000 cellules qui sont nécessaires pour un camion. Donc, nous, on est actifs effectivement sur le véhicule de passagers. Nos clients en Europe, c'est Audi, Volkswagen, BMW, Porsche. Et du côté du transport lourd, on est actif également. Puis on pense que c'est fondamental de décarboner le transport lourd parce que si on veut faire des gains importants en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est ce qu'on compte faire également ici au Québec. Oui. Puis quand vous dites qu'un véhicule lourd pourrait avoir jusqu'à une centaine de capsules pour le faire fonctionner, ça prend de la place, ça. Ouais. Donc, c'est où que vous innovez là-dedans parce que ça reste quand même volumineux, là, tout ça? Donc, on est... nous, notre innovation, elle se fait vraiment au niveau de la manière dont on fabrique ces batteries-là. Donc, en utilisant 100 d'énergie renouvelable, donc pas de gaz naturel, pas de pétrole dans la fabrication, en essayant le plus possible d'avoir des chaînes de valeur courtes, puis en assurant le recyclage. C'est vraiment comme ça qu'on innove. Maintenant, l'espace que prend une batterie, je vous dirais, c'est assez standard dans l'industrie. Une cellule, on va être capable éventuellement là, de la réduire puis d'avoir des tailles de cellules plus petites, mais c'est assez standard dans l'énergie, dans le secteur. Puis c'est vrai que ça prend de la place. Puis c'est pour ça que les manufacturiers trouvent le bon équilibre entre la quantité d'énergie et l'espace et le poids que ça a dans un véhicule. Donc, c'est une espèce de balance qui va toujours être imparfaite. On voudrait plus d'autonomie dans nos véhicules électriques, mais plus on ajoute de l'autonomie, plus on ajoute du poids. Donc, il faut trouver cette espèce de juste équilibre. C'est ça. Donc, votre innovation, c'est vraiment dans le processus. Exact. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres entreprises, des compétiteurs, par exemple, qui regardent votre initiative puis qui tentent de l'implémenter également? C'est intéressant parce que, vous voyez, il y a peu de compétition en Occident, puis je vais vous expliquer pourquoi. On est vraiment dans une industrie qui est dominée par des grands joueurs asiatiques, essentiellement chinois, coréens et japonais. C'est bien, puis c'est bon, ça fait partie de l'histoire de cette industrie-là. Les batteries sont nées en Asie. Mais il faut rappeler que les conditions de fabrication de ces batteries-là diffèrent considérablement des conditions de fabrication de batteries en Occident. Je vais vous donner un seul exemple. Le standard de l'industrie en Chine consiste à prendre les rejets puis à les envoyer directement vers l'océan. Donc, c'est sûr que ce ne sont pas des pratiques qui sont soutenables à long terme. Puis c'est la raison pour laquelle nous, on dit, on va d'abord, oui, faire nos batteries de façon durable, mais on va les faire 100% en Occident pour des clients occidentaux. Donc, il y a l'avantage, si vous voulez, de l'environnement dont on vient de se parler, puis de la lutte au changement climatique, mais sur le plan économique, on constitue aussi chez Nordvolt une alternative, si vous voulez, à une industrie qui est dominée par les grands joueurs asiatiques. Dans ce contexte-là, des joueurs d'importance mondiale, des fabricants d'importance mondiale à propriété 100% occidentale, je voudrais qu'il n'y en a pas beaucoup, puis Nordvolt est probablement au sommet de la liste. Puis, vous dites donc que vos capsules vont être fabriquées 100% avec des matériaux d'ici ou quand vous avez dit 100%? Bien, en fait, c'est 100% avec de l'énergie renouvelable d'ici, donc dans la fabrication, bien sûr grâce à Hydro-Québec. Maintenant, pour ce qui est des matériaux, il faut comprendre qu'il y a des matériaux qu'on peut obtenir ici localement. Je pense au lithium, notamment. Il y a d'autres types de matériaux où c'est plus complexe de s'approvisionner localement, mais là où on s'assure de faire un travail, c'est avec chacun de nos fournisseurs. On souhaite comprendre comment ils travaillent, comment ils s'approvisionnent, quelles sont leurs pratiques en matière de développement durable. Donc, parfois, on n'a pas le choix d'aller s'approvisionner ailleurs, mais quand on le fait, on s'assure que ça respecte nos standards puis nos attentes en matière de développement durable. C'est ça, pour assurer une cohérence aussi à travers le message. Exactement. C'est facile de se dire, oui, on voit le futur vert, mais après, on a des pratiques douteuses.
Lors du dîner causerie avec les gens d'affaires de la CCIVR, M. Chirouti avait mentionné justement qu'il s'approvisionnait encore pour certains matériaux en Asie, mais que l'objectif, c'était peut-être de développer en Europe les mêmes types de matériaux. C'est encore... oui, puis je vous dirais même, notre objectif en arrivant en Amérique du Nord ici, c'est de recréer cette chaîne-là ici. Donc, on est, si vous voulez, on est un peu le premier domino qui doit tomber, puis après ça, bien, il y a d'autres dominos plus haut dans la chaîne qui se mettent en place. Donc, c'est vrai pour les matériaux, mais c'est vrai pour d'autres types de fournisseurs qui pourraient décider de venir investir aussi pour se rapprocher de nous, si vous voulez. Oui. Donc, on s'insère comme un maillon, si vous voulez, d'une chaîne qui est beaucoup plus grande que nous puis qui va des matériaux jusqu'au recyclage en passant par les manufacturiers automobiles. Puis d'un point de vue développement de l'entreprise, il y a une usine en Suède. Maintenant, il va y avoir une usine au Québec. Vous avez un centre de recherche également aux États-Unis. C'est quoi les ambitions peut-être mondiales pour Nordvolt? Donc, c'est notre 6e projet qu'on fait ici dans la vallée du Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. On a effectivement une usine en opération dans le nord de la Suède, presque au cercle polaire. La raison pour laquelle on est là, c'est qu'en Suède, les réseaux énergétiques ne sont pas comme au Québec, ne sont pas complètement intégrés. Donc, dans une région, on peut se retrouver avec des surplus d'énergie, puis dans d'autres régions, on peut se retrouver en carence énergétique. Dans le nord de la Suède, on est largement en surplus d'énergie. Donc, on pouvait aller construire une usine qui nécessite beaucoup d'énergie. On parle à peu près 2 de l'énergie consommée en Suède qui est consommée par notre usine. Donc, c'est considérable. Ouais. Donc, on a ce projet-là. On a un projet en Pologne. On a un projet en Allemagne qui est à peu près au même stade que le projet du Québec. On verra qui arrivera en premier sur le fil d'arrivée. Ouais. Puis, on a effectivement une filiale aux États-Unis et des projets en développement ailleurs en Europe, dont une usine de lithium au Portugal. Et vous l'avez dit, la Pologne, le Québec, ça avance vite. Pourquoi cette vitesse? C'est fondamental pour comprendre ce qu'on fait et on sait qu'on a besoin de faire un travail pour expliquer pourquoi la vitesse est importante dans notre cas. Il faut se rappeler d'abord la raison fondamentale pour laquelle on fait ça. C'est pour la lutte au changement climatique. C'est pour être un levier important dans cette lutte-là. Mais à côté de ça, il y a des réalités de marché aussi qui doivent être prises en compte. Puis je vais vous donner 2 exemples de ça. Les gouvernements veulent voir 100 des véhicules neufs électriques à l'aube de 2030. Donc, la politique publique qui est mise en place donne une obligation d'accélérer le processus. Puis un certain coup de barre chez les manufacturiers automobiles qui, après ça, se retournent puis disent « Qui peut m'approvisionner en cellules? » Donc, il y a cet effet de marché-là. Et il y a un contexte qui est particulier aux États-Unis et qui est le contexte du Inflation Reduction Act, le IRA. Je vais vous expliquer la politique très brièvement. Ce que le gouvernement de Joe Biden a fait, c'est de dire « Je souhaite attirer des projets verts. Je souhaite le faire rapidement. Donc, voici 500 milliards de dollars disponibles. Allez le chercher. C'est le plus vite qu'il va chercher le montant total. » Donc, ce que ça fait, c'est que ça incite ceux qui veulent développer des projets verts à aller rapidement sur le marché. Le Canada n'a évidemment pas les poches aussi profondes que nos voisins américains, mais pour certains projets, dont le nôtre, ils ont décidé de faire une copie, si vous voulez, du mécanisme du Inflation Reduction Act, de l'IRA. C'est le mécanisme auquel on est assujetti ici. Donc, il y a une fenêtre d'opportunité, si vous voulez, qui fait en sorte que, les politiques publiques font en sorte que la vitesse est importante, mais il faut se rappeler aussi que dans tout ça, on est en compétition contre d'autres grands joueurs asiatiques et qu'eux aussi avancent très vite. Je vais vous donner un exemple. La phase 1 de notre projet, c'est 30 gigawattheures. C'est 30 millions de mégawattheures. En Asie, en Chine, on développe maintenant des projets de 120 gigawattheures, donc des projets beaucoup plus gros. Puis la fenêtre pour se positionner dans ce marché-là est rétrécie parce que les capacités ne sont pas infinies, puis la demande ne sera pas infinie non plus. Donc, si on veut se positionner, puis que ça bénéficie bien sûr à l'entreprise, mais aussi aux Québécois qui sont actionnaires de l'entreprise, il faut une certaine vitesse à laquelle développer ce projet-là pour qu'on reste pertinent dans un contexte qui est mondial. Oui, ne pas se faire manger par les gros joueurs, même si Nordvolt est déjà bien établi. Revenons maintenant
au Québec, à la vallée du Richelieu. En fait, ma première question par rapport au Québec avant d'atterrir dans la vallée, c'est pourquoi? Pourquoi le Québec? Ah mon Dieu, pour tellement de raisons. Mais je vais vous en nommer 5. La première, c'est l'énergie. Donc, Nordvolt ne s'installe que dans des juridictions où il y a 100 d'énergie renouvelable. Donc, c'était le cas au Québec. On avait 70 sites possibles à travers l'Amérique du Nord qu'on a regardé, certains avec des mix énergétiques plus intéressants que d'autres. Le tableau de bord du Québec, pour ce qui est de l'énergie, était vert fluorescent. La deuxième raison, c'est l'approvisionnement local en minéraux critiques et stratégiques. Cette chaîne-là est en naissance au Québec. On le voit sur certains projets de lithium notamment, mais aussi sur des projets de graphite. Donc, c'est intéressant d'être près de cette chaîne de valeur-là. La troisième raison, puis ça explique pourquoi on a choisi de s'installer en Montérégie, c'est l'accès à un pôle de talent qui va pouvoir venir travailler chez nous, qui va pouvoir être formé et qui va pouvoir prospérer finalement dans une nouvelle industrie. On l'a fait en Suède de le faire à 7 heures de route, par exemple, d'une capitale. On est à 7 heures de route de Stockholm. Ça crée d'autres problèmes au niveau des communautés, notamment une espèce de stress où arrivent des milliers de personnes, souvent de l'étranger. Donc, on ne souhaitait pas nécessairement recréer cette situation-là au Québec, d'où l'importance d'être collé sur la région métropolitaine. Oui. Quatrième raison, puis j'y vais rapidement, c'est l'accès à des infrastructures, donc routes, ferroviaires. Et la dernière raison, c'est la proximité avec la rivière Richelieu. Je tiens à faire une précision ici parce que je sais que ça provoque certaines inquiétudes. On a besoin d'eau, effectivement, puis l'eau proviendra de la rivière. La vaste majorité de l'eau qu'on va utiliser, c'est pour refroidir notre procédé. Donc, elle n'est pas en contact direct avec les matières. Ensuite, l'eau se retrouve dans des bassins de rétention, retrouve ses propriétés de base, c'est testé, puis c'est retourné à la rivière par la suite. Il y aura une portion de l'eau qui va être en contact avec les matières. Cette eau-là est filtrée, traitée à même une usine de traitement des eaux qui sera sur notre site. Donc, c'est très brièvement là, les 5 raisons pour lesquelles on a choisi la vallée du Richelieu. Oui. Puis bon, vous l'avez nommé, la rivière, ça fait partie évidemment des préoccupations des gens dans la région. Oui. Il y a également le terrain sur lequel vous avez choisi d'établir l'usine. Oui. C'est un terrain qui est très, très vaste et qui contient des milieux humides. Oui, on en a 13 hectares. Entendu parler énormément dans les dernières semaines, notamment là, suite à l'injonction pour le début des travaux d'abattage d'arbres. Les milieux humides aussi, il y a des citoyens qui ont créé des comités d'action pour dénoncer ça. Puis, il y a le fameux BAP également, oui. Qui fait partie des discussions. Pouvez-vous peut-être expliquer à ceux là, qui ne sont pas familiers avec cet enjeu-là, mais pourquoi est-ce que Nordvolt n'est pas soumis à un BAP? D'abord, on le sera sur la portion du recyclage. Mais en amont, c'est ça, de la construction. Bien, c'est-à-dire qu'on va faire le premier bloc d'usine de cellules via des autorisations ministérielles. On va faire le premier bloc de matière active, de cathode, via des autorisations ministérielles. Puis la portion recyclage dépassait les seuils qui déclenchent essentiellement une évaluation du BAP. C'est vrai que ça va se produire, donc cette évaluation-là va se produire au fil des prochaines années, mais ça reste que le processus s'applique. Maintenant, pour revenir à votre question sur le choix du site en tant que tel, on savait bien que c'était un site qui avait une histoire importante, une lourde histoire dans la région avec la CIL qui était là avant. On a l'ambition de croire que, puisque ce site-là était industriel, avait une vocation industrielle, on peut lui donner une deuxième vie. Puis on souhaite le faire comme il faut, puis on souhaite le faire en respect des normes puis des règles environnementales. Donc, la loi québécoise sur l'environnement, qui est la loi qui encadre, si vous voulez, l'utilisation ou en fait la création de projets ou de tout type d'évaluation environnementale, elle met des critères très clairs, puis on va respecter ces critères-là. Dans notre projet, je pense que les Québécois ont effectivement eu un cours 101 accéléré d'autorisation environnementale. Il y a un autre processus qui s'appelle des autorisations ministérielles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on respecte la loi québécoise sur l'environnement de la même manière, mais au lieu d'avoir une seule demande de permis, on aura plusieurs demandes de permis pour arriver au même résultat. C'est important de le dire, on va arriver au même résultat. Maintenant, c'est vrai que d'aller chercher les permis à la pièce, ça génère des questions parce que
Bien là, on a eu des questions sur les milieux humides parce que ça a été notre première demande de pouvoir arriver sur le site, intervenir dans ces milieux-là. Mais je tiens à rappeler que pour chacune des demandes d'autorisation qui suivra, bien, les fonctionnaires, les experts du ministère de l'Environnement vont se pencher sur notre dossier aussi, puis notre équipe devra rendre des comptes au ministère. Oui. Puis, quelles sont les conditions qui ont été donc émises par le ministère pour, parlons des milieux humides, là. Donc, quelles sont les conditions? Bien, il y en a plusieurs, mais je pense que celles qui ont été le plus médiatisées puis que je peux vous résumer, c'est un document qui est quand même volumineux, on parle de plusieurs milliers de pages, mais si je vous résume, l'intervention donc dans les milieux humides est permise. Ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'on peut entrer sur le terrain, commencer les travaux de déboisement, de remblaiement des milieux humides. Il y a 2 mécanismes. En fait, il y en a 3 qui ont été suivis dans notre dossier. Le premier consiste à prouver au ministère que ce n'est pas évitable. Donc, ce que le ministère veut savoir dans un premier lieu, c'est est-ce que tu n'as vraiment pas le choix d'intervenir dans ces milieux-là? Ça veut dire, est-ce que tu peux faire ton projet ailleurs? Dans notre cas... Sur le même terrain, mais dans une autre partie. Bien, d'abord, est-ce qu'on peut le faire ailleurs? Point. OK. Donc, dans le cas d'un projet résidentiel, par exemple, où le projet peut avoir lieu ailleurs, il y a un premier critère là qui fait en sorte que, bon, bien, le ministère a le droit de se poser des questions. Donc, évitement, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est est-ce qu'on peut minimiser, c'est ce que vous disiez, est-ce qu'on peut minimiser l'espace qu'on prend sur le site? C'est ce qu'on a fait. Et ensuite, il y a une perte résiduelle, elle a été bien documentée, elle se chiffre à 13 hectares de milieux humides. Pour la plupart de ces milieux humides-là, on parle pas d'étangs ou vraiment de plans d'eau, mais on parle de terrains un peu spongieux où des roseaux ont poussé avec le temps. Sur ces terrains-là, il y a une compensation financière qui a été versée à un fonds qui sert à recréer des milieux humides. Donc, on a versé 4 750 000 dans ce fonds-là. Et il y a un deuxième mécanisme qui nous a été exigé par le ministère de l'Environnement qui consiste à recréer, non pas des milieux humides, mais des milieux pour la biodiversité et pour la faune. Donc, ce que le ministère nous demande, c'est identifier au cours des 36 prochains mois un site qui vous permettra de compenser, à défaut d'avoir pu complètement minimiser et éviter, compenser l'impact sur ces milieux humides-là. Mais je tiens quand même à rappeler, puis je sais que les gens de la région le savent, que ce site-là est un site industriel où pendant 120 ans, on y a fait la production de bombes, de dynamite, de produits chimiques, de sacs gonflables dans les voitures. Donc, on a l'ambition de se dire, bien, faisons de ce site-là un site qui est bien protégé, où la biodiversité est prise en compte, puis où les bonnes mesures de compensation sont mises en place. Et vous l'avez dit, il y avait des explosifs qui étaient développés. Là, il y a une partie du terrain qui a été décontaminée. Est-ce qu'il vous reste une partie à décontaminer encore? Tout à fait. Donc là, il faut comprendre les seuils de contamination d'un sol. Si vous construisez une maison, vous avez besoin d'un sol qu'on dit A, c'est-à-dire un sol qui n'est absolument pas contaminé. Si vous construisez une industrie, vous avez besoin d'un sol de niveau C, à tout le moins, donc C ou mieux. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il peut rester une certaine contamination résiduelle dans le sol, mais elle permet des usages industriels. C'est le cas pour la vaste majorité du site. On est entre du A et du C dans certains coins. Il y a une zone du site qui est bien délimitée, qui est au-dessus du niveau C. Donc ça, c'est une zone qui est là où il y avait essentiellement l'usine. Donc cette zone-là, ce que les anciens propriétaires ont fait, c'est qu'ils l'ont encapsulée d'une espèce de couche de béton, là. Donc la zone est bien délimitée. On peut même la voir sur les cartes aériennes. C'est bien visible. Cette zone-là, si on a besoin de construire dessus, il est compris par l'entreprise qu'on devra déposer un plan de réhabilitation, un plan de gestion des sols, puis qu'on devra faire les choses proprement. Okay. Donc, pour le reste du site, on parle effectivement de terres contaminées, mais il faut relativiser les choses là-dedans. Donc, pour le moment, vous n'avez pas besoin de toucher à cette partie-là qui a été comme délimitée? Ça ne fait pas partie des premiers travaux, mais comme vous le savez, on a de grands bâtiments qui devront être construits sur le site, donc on n'exclut pas la possibilité de devoir travailler dans cette zone-là. Ce qu'on dit, c'est si et quand on aura besoin de le faire, ça va être fait comme il faut. Ouais. Et maintenant, parlons de l'abattage des arbres. Il y a une injonction qui a été déposée. En quoi ça consiste, puis en quoi ça a impacté peut-être votre échéancier?
Bien, en fait, le Centre québécois du droit pour l'environnement a déposé une demande devant la Cour. La Cour s'est prononcée. Je vais éviter, si vous le voulez bien, de me lancer sur les interprétations ou ce que ça veut dire. On laisse la justice faire son travail. Ce que ça veut dire, bon, c'est que les travaux ont été interrompus pendant quelques jours. On ne pense pas que ça aura un impact significatif sur l'échéancier. On a pu récupérer le retard qui a été pris pendant ces journées-là où les travaux ont été à l'arrêt. Et donc, au moment où on se parle, c'est le retour à la normale? Bien, c'est-à-dire que la coupe d'arbres se poursuit. Elle est bien encadrée, puis elle est faite selon les règles de l'art. Mais oui, la coupe d'arbres se poursuit pour rencontrer nos obligations environnementales. Il y a une période dans l'année où c'est permis de le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on le fait présentement. Oui. Et vous l'avez mentionné en début d'entrevue que ça va vite. Et là, un de vos défis, c'est de s'assurer que les citoyens sont au fait de ce qui se passe. Oui. Quelles mesures vous avez ou quelle stratégie vous avez pour créer ce dialogue-là avec la population? Je suis content que vous m'en parliez parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Puis chez Nordvolt, on est convaincu de l'importance de faire ce travail-là. Puis je tiens à le préciser, cette démarche-là d'information citoyenne, c'est une démarche qu'on veut voir dans la durée. On est là pour longtemps, bien, on va faire cette démarche-là d'information citoyenne pour longtemps. Il y a 4 grandes mesures qu'on va mettre en place au cours des prochaines semaines à mois, je vous dirais. Donc, dans l'immédiat, ce qu'on a annoncé, c'est la constitution d'un comité de liaison avec les principales parties prenantes qui gravitent autour de nous. Les élus, les fonctionnaires des villes, de la MRC, mais aussi 8 citoyens. Donc, il y a 8 places pour des citoyens. Je ne sais pas quand votre segment va être diffusé, mais les citoyens ont jusqu'au 18 février 2024 pour soumettre leur candidature via un formulaire qui se retrouve sur notre site Internet. Je tiens aussi à dire que ce comité-là va être présidé et géré par un membre qui va être totalement indépendant de Nordvolt, qui va agir comme un médiateur, si vous voulez. Nous, on va être assis à la table comme les autres participants. On souhaite aussi voir à la table des représentants des groupes environnementaux, des représentants de la communauté d'affaires de la région. On souhaite que ce soit vraiment un espace où on va pouvoir discuter ouvertement du projet, offrir de l'information, mais aussi recevoir des questions, des commentaires, parce que la beauté d'être en construction longtemps, c'est qu'il n'est pas trop tard pour améliorer le projet, puis intégrer ce que la population, ce que les citoyens vont nous dire. Première mesure. Oui. Deuxième mesure, l'embauche d'un agent de liaison qui va être essentiellement dédié à la Montérégie. Il a été trouvé, donc, mais je vous garde le suspense, on en fera l'annonce dans les prochaines semaines, mais cette personne-là va essentiellement être présente sur le terrain pour être un point de contact direct auprès des citoyens. Donc, on pense que ça va nous aider à transmettre de l'information plus rapidement. Troisième mesure, c'est la bonification de notre portail en ligne. Donc, on veut que l'information soit disponible. On veut, par exemple, que des résumés des autorisations environnementales qu'on a demandées se retrouvent sur notre site Web pour que tout le monde puisse en prendre connaissance. Oui. Et la dernière chose qui me tient à cœur aussi, c'est la création d'un bureau d'information au sein de la communauté. Non pas sur le site. Le site sera un chantier de construction, mais, et éventuellement une usine en opération. Mais qu'au sein de la communauté, puis on n'a pas trouvé l'endroit encore, mais que cet endroit-là devienne un point de contact, un point de référence où les gens puissent directement aller poser leurs questions, puis parler à des gens, parler à des individus, voir l'usine, voir des maquettes, comprendre ce qu'on fait. Donc, vous voyez qu'on s'inscrit vraiment dans la durée. Là, on va faire ça au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Oui, puis ça va vous permettre aussi de centraliser les points de contact, parce que je suppose que vous devez recevoir énormément de questions de citoyens. Est-ce que les groupes, par exemple, le groupe Action citoyenne, Projet Nordvolt, qui dénonce certaines mesures, ils ne dénoncent pas nécessairement le projet lui-même et sa vision, mais certaines mesures. Oui. Est-ce que vous avez été contacté par ces groupes-là? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un dialogue? On les invitait à être autour de la table, bien honnêtement. On a réservé des places autour de la table pour les groupes de citoyens. On pense que c'est tout à fait sain d'avoir ce dialogue-là. Puis nous, on n'est jamais fermé à la possibilité de se parler puis de trouver des ententes. Donc, on comprend bien que ce groupe de citoyens-là a des préoccupations. D'ailleurs, ils nous écrivent à l'occasion aussi, on leur a répondu. Donc, je pense qu'il faut qu'on puisse entretenir ce dialogue-là, tout à fait. Oui. Puis, c'est quoi votre relation également? Bon, vous l'avez dit, les municipalités, mais le gouvernement, le ministère de l'Environnement. Oui. Est-ce que vous êtes, je suppose que vous avez un contact privilégié avec eux. Il y a des séances d'information qui ont été reportées en novembre dernier.
qui n'avait pas été reprise. Finalement, ça va avoir lieu fin février. Ouais. Mais pendant tout ce temps-là, il y a des citoyens qui ne savaient pas où aller poser leurs questions. Vous, avez-vous... où est-ce que je veux en venir? Dans le fond, de notre côté, c'était silence radio de la part du gouvernement. Est-ce que vous avez une relation privilégiée avec eux? Bien, c'est sûr qu'on est en communication avec les gens au ministère de l'Environnement parce qu'on fait des demandes de permis, on veut les tenir au courant de nos démarches. Eux ont des questions pour nous aussi. Pour ça, je pense que c'est tout à fait normal. Maintenant, vous mettez le doigt sur les séances d'information. Nous, on est très contents que ça ait lieu. On est très contents que ces séances-là puissent permettre aux citoyens d'aller poser leurs questions, mais aussi au gouvernement d'expliquer sa démarche. On comprend que les démarches d'autorisation ministérielle, c'est moins connu, puis il faut expliquer effectivement le contexte dans lequel les autorisations nous sont délivrées. Donc, on voit ça d'un très bon œil. Oui, puis c'est un peu comme ça aussi que le projet va aller chercher l'acceptabilité sociale qui, en ce moment, je ne sais pas, vous, de votre point de vue, est-ce que c'est majoritairement positif? Est-ce que ces inquiétudes-là prennent un peu plus de place qu'on aurait voulu? Bien, je ne me prononcerai pas au nom des citoyens. Je pense que de notre perspective, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on veut être dans le dialogue, on veut faire un beau projet, on est conscient des défis. On est conscient des défis aussi sur le plan régional. On parle beaucoup de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand, mais on est conscient de l'impact plus large que le projet peut avoir. Mais je pense qu'il faut aussi qu'on ait l'occasion d'expliquer les bénéfices potentiels que peut avoir ce projet-là. Oui, sur l'emploi, mais sur la dynamisation d'une région entière. C'est ce qu'on a vu en Suède avec de nouvelles industries qui arrivent, de nouvelles personnes qui arrivent aussi. Puis on est conscient que ça crée de nouvelles questions puis de nouveaux enjeux sur le plan du logement, notamment sur le plan du transport. Donc, on souhaite avoir cette conversation-là, mais je tiens à le rappeler que nous, on arrive de bonne foi dans ce processus-là, puis on veut que les choses soient bien faites. Oui. Et d'ailleurs, est-ce que quelqu'un de votre équipe sera présent lors des prochaines séances d'information? On n'a pas eu cette discussion-là avec le gouvernement du Québec. Je ne sais pas s'ils souhaitent nous avoir là, bien honnêtement, mais une chose est sûre, nous, on a rencontré la population au mois d'octobre. On a rencontré les gens de McMasterville et de Saint-Basile-le-Grand à 3 reprises. On a passé 10 heures avec les citoyens. Il y a eu à peu près 1000 personnes qui sont venues. On a eu des super beaux échanges avec les gens qui sont venus poser leurs questions. Certaines personnes avaient des questionnements, des préoccupations tout à fait légitimes. On a essayé d'y répondre au mieux possible. Oui. Mais je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qu'on va le faire dans la durée, au sens où, au fur et à mesure qu'on aura de l'information puis des certitudes à partager avec les citoyens, bien, on va le faire. Oui. Puis les 4 moyens de communication que vous avez évoqués vont certainement permettre d'améliorer cette communication-là, puis que les gens puissent aller aussi vite que vous dans le processus. Puis à nous aussi de tendre la main, puis à nous aussi d'expliquer ce qu'on fait, de démystifier le projet, puis de le faire avec la communauté. Je pense que là-dessus, on a été très cohérent sur le fait qu'on souhaitait faire ce projet-là avec les communautés autour. Oui. Merci, M. Therrien, C'est moi qui pour vous votre remercie. temps. Merci beaucoup. À bientôt.